Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Hugo Servanan. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. Depuis que j'ai créé Présente, il y a une question qui revient régulièrement de la part des personnes qui me sont proches, c'est quand est-ce que tu fais un épisode avec Hugo Servanan ? Parce qu'Hugo, c'est sans doute l'artiste dont je suis la plus proche avec Marion Mounique, que vous connaissez déjà. Le tout premier texte que j'ai écrit sur son travail, c'était sur Jeune critique d'art, il y a maintenant 3 ans. Depuis, il me parle de son boulot autant que je lui parle du mien, c'est-à-dire beaucoup. Donc je suis vraiment ravie de le recevoir pour ce 12e épisode de Présente. Hugo, ça y est, c'est bon, c'est ton tour. T'es prêt ? Je suis prêt. Ton boulot est tout simplement gargantuesque, mais on peut peut-être simplement commencer à en parler en disant que tu es un sculpteur et que tu bosses essentiellement sur la question du corps, à savoir le corps comme une entité physique qui saigne, qui transpire, qui a de l'eczéma, etc. Et le corps comme une interface de communication avec les autres et avec l'environnement de manière générale. Oui, je décris mon travail comme étant la création d'un monde. Donc il y a les êtres qui le peuplent, que j'appelle les géants, que j'essaye de créer de la façon la plus sensible et viscérale possible. C'est vraiment une recherche autour du corps. Et puis il y a le travail sur les environnements qui mettent en jeu ces géants. Et ces environnements, ils sont signés par un label qui s'appelle Fool. Et ces environnements, donc par extension le label, c'est le moyen pour moi d'avoir un autre rapport à la création. C'est guidé par des questionnements qui portent plus sur les structures sociales, les rapports qu'on entretient avec la médecine, avec les biens de consommation, les technologies. J'essaye en fait d'y intégrer un peu tout ce qui m'intéresse. Et je dirais en fait que c'est un peu un travail à tiroir. Au cœur de tout, il y a l'idée de l'existence, de la vie de corps, De manière générale. un peu à la Frankenstein. Et puis, en fait, cette existence, ça renvoie à l'individu, à l'idée de corps social. Dans le corps social, il y a les interactions et les modes de vie. Et puis, ces interactions et ces modes de vie, elles sont conditionnées par des objets et des environnements. Et au cœur de tout ce système, il y a le corps des géants. Et donc c'est un peu j'essaie de travailler un peu à toutes les échelles. Est-ce que tu peux brièvement nous résumer par exemple pour que les personnes comprennent comment fonctionne un environnement et comment s'inscrivent les corps dans cet environnement-là ? Est-ce que tu peux nous parler par exemple de ton diplôme ou même de ce que tu avais montré à Future of Love, genre de montrer comment tu construis en fait je vais parler de mon diplôme. Mon diplôme, donc c'était le premier environnement, donc c'était l'environnement Fool numéro 1. J'avais envie que ce soit marqué par l'idée de la genèse, de la construction d'un monde. Et donc du coup, j'ai recréé un espèce de jardin des désirs, mais à l'heure actuelle, et ça prenait la forme d'une boutique de vêtements. Donc en fait, Fool, le label, a sorti une collection de vêtements qui sont faites sur mesure pour les sculptures, qui ont été faites en collaboration avec une costumière qui s'appelle Ludivine Roux. On a aussi fait du mobilier, j'ai repensé toute une structure. Il y a Antoine Emerin qui a fait toute une série de photos qui en fait sont des photos publicitaires, mais qui sont aussi des photos d'art. Et j'ai travaillé aussi par le biais d'une société qu'on avait montée avec un ami chimiste qui s'appelle Ikemuzu. On a recréé des cosmétiques pour ces sculptures. Et en fait, du coup, il y a tout un monde comme ça qui s'est recréé autour des géants. Et mon diplôme, c'était ce monde-là. Donc en fait, on rentrait dans une boutique. Sauf que tout était fait pour les géants. Il y avait une espèce de recul comme ça. Voilà. Et maintenant qu'on sait ça, qu'on y voit un peu plus clair, est-ce que tu peux nous expliquer comment cet attrait pour le corps il est né en fait, parce que tu bosses clairement là-dessus, c'est ton sujet de prédilection depuis le lycée quoi. Oui. Les monomaniaques. C'est un peu bateau, mais en fait je pense que
ça remonte au primaire, comme on dit tous, depuis tout petit déjà. Plus tendre enfance. Je peux pas vraiment dire si c'est une particularité ou si c'est juste que j'ai eu une sensibilité aiguë, mais j'ai toujours la sensation d'avoir passé mon enfance à vivre de nombreuses expériences corporelles qui passaient par le corps, que ce soit social, médical, intime. Et donc mon attention a très vite été focalisée là-dessus et j'ai très vite conscientisé ce rapport-là que j'avais à partir de ses possibles, de ses limites. Et en fait, le corps des autres par empathie, mais mon corps, en fait, c'est devenu ma grille de lecture un peu du monde. Et j'ai construit mon rapport à la compréhension du monde au travers de ça. Donc quand je suis arrivé au collège, j'ai très très vite su que en fait, ce que je voulais faire, c'était la mode, parce que la mode, ça permet à la fois de travailler sur le corps de l'individu et sur sa place dans l'organisation sociale au travers de l'apparat. Un peu plus tard, je suis arrivé au lycée, donc j'ai fait art appliqué. Là, j'ai découvert plein d'intellectuels comme Bernays, Debord, H. Laborie, etc., qui avaient une espèce de position externe pour analyser les comportements des gens, etc. Et je trouvais ça assez fascinant. Et les débuts de la publicité aussi, c'était assez fascinant pour moi. Et donc du coup, j'ai voulu faire de la publicité parce que je me suis dit que ça allait être un terrain de jeu hyper intéressant pour mes expériences. Et puis, je me suis rendu compte au bout d'un moment que, en fait, c'est que le fait d'appliquer la création à un domaine industriel précis, ça a limité quand même énormément les choses et que j'avais envie d'avoir plus de liberté. Et à partir de là, du coup, je me suis dit que j'allais faire de l'art pour pouvoir tout faire rentrer dans mon travail. Quand on parle de corps, etc., il y a aussi un truc qui implique beaucoup le corps, c'est la question de la déconstruction, du féminisme, aussi toutes les théories queer, et la question de la représentation des corps de manière générale, qui est un peu le sujet que je martèle depuis le début de ce podcast. Et c'est un truc dont on parle énormément quand on va boire des coups ensemble, sans forcément parler d'art. On parle souvent, on fait beaucoup de débats sur le féminisme, etc. Et même si c'est pas des choses que tu abordes de manière frontale dans ton travail, mine de rien, j'ai l'impression que c'est des questions qui, de toute manière, t'intéressent et viennent infuser quand même un peu tes œuvres, quoi. Oui. Déjà, je tiens à dire qu'en tant qu'homme hétéro cis blanc, c'est un peu complexe de prendre la parole. On n'a que du bruit. C'est pas grave. Je recommence. Non, mais ne recommençons pas, que les auditeurs ils se comprennent. C'est la 2e fois qu'on enregistre cette interview, c'est la 3e fois qu'on change de salle. Donc on va pas couper et on va continuer. Okay. Donc je disais, en tant qu'homme hétéro cis blanc, c'est un peu complexe de prendre la parole sur ces sujets. Je pense que c'est important de soutenir ces luttes, mais je veux pas parler à la place des gens qui sont discriminés et qui ont déjà bien du mal à se faire entendre. Alors je vais encore regarder ça au travers du prisme du corps. Le corps, c'est le lieu auquel on ne peut pas échapper, c'est le lieu où réside notre identité, c'est sa mise en chair, et c'est au travers de lui que notre rapport aux autres se crée. Et ce qui m'intéresse dans le féminisme, comme les luttes sociales actuelles contre la grossophobie, le racisme, la transphobie et plein d'autres, c'est qu'elles ont comme caractéristique commune de se construire autour de la réappropriation de son corps et de son identité. C'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est que dans la société, le corps nous impose des identités, qui nous impose des places sociales, et ces luttes viennent remettre en cause à la fois les liens entre le corps et l'identité, et le lien entre l'identité et la place dans la société. Toutes ces nuances qui vont arriver avec ces luttes, je pense qu'elles vont changer en profondeur la société. C'est le fonctionnement de la discrimination, en fait, il est inhérent à l'homme. C'est que tu as besoin de la discrimination pour acquérir des réflexes, et tu as besoin de ces réflexes pour juste ouvrir une porte et pas passer. Tu décharges la discrimination de tout ce qu'on. Voilà, c'est au sens brut, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Et en fait, à l'échelle de la société, ces réflexes vont se déconstruire et en fait, le réflexe va laisser place à la réflexion pour tout repenser sur ces sujets-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et je pense d'ailleurs qu'en fait, ces luttes prennent de l'ampleur aujourd'hui, en partie aussi grâce aux nouvelles technologies qui
qui ont créé un espèce de nouveau système de personnalisation de masse qui est certes un peu factice, mais qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, il inculque quand même, il diffuse une nouvelle vision du monde et de la masse comme étant une somme d'individualité et non plus comme étant juste une masse uniforme, comme on pouvait le voir avec Gustave Le Bon et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc en ça, je pense que tu as raison. Mon travail peut rentrer en résonance avec ces luttes, parce que je ne traite pas directement de la question de la discrimination, mais je traite de la question de l'interdépendance entre le corps individuel et le corps social. Et peut-être que cette vision changera quand je serai plus au clair et que peut-être je serai plus frontal. Mais pour le moment, j'essaie de comprendre et de déconstruire mes réflexes à moi dans ma vie. Et je suis encore en gestation en fait. Mais tous, oui, tous et tous. Et, de toute façon, toute vérité est en chemin. Ça fait aussi appel, tout ce qui est déconstruction et tout, ça fait aussi appel à la question de l'acceptation de soi. Et j'ai l'impression que c'est aussi un truc... tu vois, moi, s'il y a une anecdote dont je me souviens, c'est la première fois que je suis venue te voir aux Arts Déco à Paris. Et je me souviens que tu bossais sur un matériau qui représentait en fait une peau atteinte d'eczéma. Et tu montrais à quel point ça faisait écho à une situation de stress, etc. Et cette situation de stress, c'était un truc que tu avais toi-même vécu et qui avait également impacté ton propre corps. Et aussi, je me rends compte que je parle d'acceptation de soi aussi par rapport aux modèles avec lesquels tu bosses. Tu vas pas du tout choisir un modèle parce que tu vois, tu vas bosser avec des grosses, avec des petites, avec des très grands, tu t'en moques, tu vas pas chercher des corps conventionnels en quelque sorte. Oui, alors on peut voir ça comme de l'acceptation de soi quand on replace mon travail au premier degré dans notre monde à nous. Mais moi, je ne le perçois pas comme ça. Je crois que quand je crée, je dissocie les corps et leurs valeurs symboliques et je les travaille un peu comme une matière brute. C'est un peu comme un médecin qui va plus voir l'écœurant d'une situation parce que son regard en fait est décalé. Ouais. Je pense qu'il y a dans mon travail en fait il y a une oscillation constante entre un regard neutre et médical, un regard symbolique et social, un regard mystique parfois, et ça fait que les idées qui sont rattachées à toutes les choses du corps, elles sont totalement perturbées, et c'est peut-être en ça qu'on a l'impression de mieux les accepter ou de faire un travail d'acceptation. En réalité, je crois que c'est peut-être le début d'une définition de la fascination, où en fait je suis juste dans une absence de recul critique, et le seul truc que je veux, c'est explorer encore et encore sans percevoir réellement de positif ou de négatif là-dedans, parce que j'ai cette vision décalée. Et d'ailleurs, en fait, cette neutralité, tu peux la retrouver dans le fait que à chaque fois que je désigne mon travail, les noms des pièces, etc., à chaque fois, c'est quelque chose de très neutre, de l'ordre du référencement, et qui renvoie à un truc hyper factuel, sans jugement posé. Et je pense que c'est cette position aussi qui me permet d'avoir des corps variés, c'est de laisser venir les choses de façon organique et de ne pas être dans un rapport justement de jugement, d'être dans un décalage. Et ce décalage, il me permet d'avoir plein de corps différents, et c'est ça qui m'intéresse, avoir des nouvelles formes. Plus qu'avoir des nouveaux corps, ce qui m'intéresse, c'est avoir des nouvelles formes. Ouais. Et c'est marrant parce que justement, le fait que tu te détaches de ce jugement de valeur-là, on ne le sent pas forcément a priori sans te connaître toi, etc. Et du coup, on pourrait se dire que limite, tu as un travail qui se rapproche de la perversité, tu vois. En fait, tu vas bosser sur la société de manière globale et tu vas épouser du coup toutes les problématiques de cette société-là. Par exemple, je pense à ta pièce avec la pornographie algorithmique. Tu vas mettre aussi en avant tous les côtés pervers de la société. Comme je le disais au sujet de l'acceptation de soi, je pense que le laid ou le pervers le devient quand on se réfère à un contexte social et culturel. Mais le factuel, c'est pas le vrai, c'est pas le faux, c'est pas le bon, c'est pas le mauvais. Et mon travail il tient beaucoup à ça, même si c'est complètement voué à l'échec, parce que je peux pas sortir de ma subjectivité et je le sais. Il y a la volonté de travailler ce que je pense être des éléments factuels de société. J'ai certainement un certain cynisme, mais je crois que je travaille avec des choses qui
qui constituent notre univers contemporain. Je suis pas sûr que mon recul critique et ma volonté de neutralité soient honnêtes. Là encore, c'est de la fascination, je pense. Mais par exemple, tu parlais d'Environnement Full 1 que j'ai présenté à Future of Love. Donc la pornographie. Ouais, c'est ça. En fait, c'est composé en partie d'une intelligence artificielle. Est-ce que tu peux expliquer vraiment précisément? Ouais, c'est une pièce, c'est une installation avec une intelligence artificielle qui génère de la pornographie d'une part et une cuve dans laquelle de l'eau bout qui vient re-rendre ces images organiques. Elles sont plus pixelisées, mais elles sont troublées vraiment par l'eau. Et donc cette intelligence artificielle qui génère de la pornographie, il y a pas mal de gens qui ont souligné le côté pervers de la chose, alors qu'en fait ce n'est qu'un logiciel qui génère des vidéos à partir des 100 000 images pornographiques les plus vues en France sur Google. Et la plupart des gens qui sont venus voir l'expo ont déjà vu ces images autrement que par ma pièce. Et on en revient encore à la question de l'individu dans le social, de ce qui se montre ou pas, de ce qui s'accepte ou pas. D'ailleurs, c'est très étrange parce que je te parle de recul, mais tu as de nombreux artistes comme Paul Calu, Art Christopher, Regina Demina et tout ça, qui parlent de moi comme étant un artiste romantique. Ce qui va un peu à l'opposé. Et en fait, je pense que c'est aussi un point important de mon travail, c'est que je me situe un peu dans un paradoxe entre la volonté de recul et de raison et la pulsion de l'intime, du sentiment et de choses au premier degré. Et je pense que malgré cette volonté d'extérioriser le regard et de chasser le jugement, comme je le fais, que ce soit le travail du corps ou des environnements, il y a un grand engagement personnel dans mon travail et la grande majorité de mes pièces en fait sont des réflexions construites autour de mon intime. Cette volonté de s'extraire de soi-même, par exemple pour les géants, on peut pas, en fait quoi qu'on en dise, on peut pas enlever le fait qu'il y a un rapport physique direct qui m'engage. Parce qu'il y a déjà le rapport avec le corps des autres parce que je les moule. Tu les moules, tu les touches. Ouais, c'est ça. Et puis je fais tout ce que je produis moi en tant que géant, en fait, c'est des choses qui sont à mon échelle que je peux moi produire. Et donc en fait, il y a une lutte directe avec la matière. C'est pas des fichiers 3D que j'envoie. Enfin, tu vois, c'est vraiment un rapport direct. Et pour les environnements, en fait, je m'engage directement parce que je travaille sur des choses que j'expérimente directement dans ma vie. Et je crée moi-même des biais. Alors les biais, c'est toutes les entropies. Et en fait, ces entropies-là, moi, je les crée. Donc, c'est quelque part ma patte à moi en tant qu'artiste et mon rapport sensible à ça. Et d'ailleurs, je pense qu'avec le temps, je vais en venir à m'engager physiquement beaucoup plus dans mon travail. À la première personne et avoir un rapport plus schizophrénique entre ce recul et cet engagement là. Mais ça implique que tu tentes vers la performance ou un truc comme ça ou pas? Je sais pas. Je sais pas. C'est dans la monstration en ou fait, dans le fait de créer l'œuvre tu vas t'impliquer. En fait, le truc, c'est que de plus en plus, le fait de créer l'œuvre devient performatif et montré. Et donc, du coup, ça peut prendre cette voie-là, mais ça peut aussi être le fait que, par exemple, j'essaye de plus en plus d'intégrer d'autres artistes et d'autres performeurs comme étant des géants. Et je pourrais très bien, moi aussi, m'intégrer dans ce monde-là. Je sais pas encore, mais c'est une structure et j'y pense et je pense que j'aimerais un peu me tremper dans ce monde-là. J'ai l'impression qu'il y a tellement ce truc où tu as justement... Il y a un double jeu où tu essayes de mettre à distance un peu ton travail et de regarder les choses de manière très chirurgicale et très froide, etc. Et un autre côté où en fait tu es très impliqué. Et justement, dans cette volonté de te dégager un peu de tout ça, du coup, ça t'a mené à travailler, à faire énormément de collaborations. Tu travailles quasiment sur tous tes projets, tu bosses avec des gens. Tu as notamment bossé avec Jeanne Vicéréal, la fondatrice de la clinique vestimentaire. Tu bosses presque quotidiennement avec Antoine Pintou, avec qui tu bûches sur les questions d'intelligence artificielle, etc. Mais tu bosses aussi avec des musiciens, des musiciennes, des chercheurs, des chercheuses, etc. En fait, ton objectif, à terme, c'est vraiment de recréer toute une société.
question. Oui, alors là, il y a deux choses bien distinctes. Déjà, les directions que prenne mon travail, elles sont trop diverses pour que je puisse tout maîtriser. Ouais. Et j'ai très vite accepté que j'allais devoir travailler avec beaucoup de monde pour voir mes projets exister. Et puis aussi, il y a certaines choses sur lesquelles je travaille, notamment les nouvelles technologies, qui nécessitent, selon moi, d'avoir un regard externe pour les travailler. J'ai une approche qui est plutôt sensible, sociologique, philosophique, et je pense que chercher à maîtriser trop profondément la technique, ça va m'ôter un recul, ouais. Une liberté, ce serait un peu plus compliqué. Et donc du coup, dès le début, on s'est dit avec Antoine que il fallait pas que je cherche à maîtriser ces choses-là. Et Antoine est très 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 important dans le studio, parce qu'en fait, sans lui, la totalité de mes pièces complexes, elles pourraient pas avoir le jour. Parce qu'en fait, moi, je crée, j'apporte le projet, je le pense, et soit il fait appel à des savoirs que je n'ai pas, soit il fait appel à des savoirs que ni lui ni moi on a, mais à nous deux, on arrive à trouver le savoir. Donc ça, c'est un truc hyper important, et je pense que j'essaye de développer l'atelier dans ce sens-là. J'aimerais trouver de plus en plus de gens qui soient capables d'être des espèces d'interfaces entre la lecture, ce que je veux créer, et les pièces. C'est une relation un peu interdépendante, un peu comme un réalisateur en fait. Ouais. Il a une vision globale, et puis derrière il y a plein de gens qui ont des savoirs plus précis et qui viennent affiner cette vision. C'est beaucoup comme ça que ça se passe pour une grande partie de mon travail. Et ensuite, pour ce qui est de la question des collaborations, là c'est encore différent. Je pense qu'en fait j'ai un amour de la matière et qui me pousse à produire, mais d'un point de vue purement conceptuel, j'y vois pas grand intérêt. On vit une époque où il y a un changement d'échelle qui génère une quantité d'informations énorme. Et pour moi, les grands créateurs et les grandes créations aujourd'hui, ce sont pas ceux qui s'expriment, mais c'est ceux qui créent des cadres dans lesquels les autres vont pouvoir s'exprimer. Je pense notamment aux réseaux sociaux, aux plateformes de streaming, etc. Pour moi, ça, c'est les grandes œuvres d'aujourd'hui. Et je pense que c'est ce que j'essaye de faire avec Fool, en fait. J'essaye de créer un espace, un cadre dans lequel les créateurs peuvent s'exprimer, expérimenter, développer des univers autour d'un objet commun qui est les géants. D'autre part, je suis aussi assez partisan de ce rapport que Georg Simmel il avait à la construction d'un monde, l'organisation sociale et les idées totalitaires, avec l'idée de chaos comme seule forme réelle de vie possible. Et je crois que la meilleure façon de créer un univers qui soit vraiment riche, intéressant et qui me dépasse pour ces géants, c'est d'installer un chaos créatif. Et je pense que je ne dois pas maîtriser ce qui s'y passe. Et c'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Donc je pense que le but, c'est d'arriver à un moment où l'univers il est totalement hors de contrôle, que je gère comme ça dans les grandes lignes des cadres, et que tous les créateurs qui ont envie d'expérimenter quelque chose dans un univers parallèle, symbolique, puissent venir y mettre leurs recherches. Vaste programme, quoi. Sur ma note, c'est scandaleux. J'ai juste marqué dernière question, 2 points, argent. Oui, beaucoup. Et j'espère. Je te le souhaite en tout cas. Est-ce que tu réussis à gagner des sous grâce à ton travail? Ma pratique, elle peut se développer, et elle s'est développée aussi en grande partie parce que je viens d'un milieu petit bourgeois. Ouais. Pas d'opulence, pas beaucoup d'argent, mais assez pour me permettre de faire des études d'art et de payer un loyer à Paris. C'est déjà énorme en soi, sans avoir à travailler à côté, etc. C'est déjà énorme en soi. Aujourd'hui, j'ai une pratique qui est autonome dans le sens où je gagne assez d'argent par les ventes pour financer la prod, le loyer de l'atelier, une petite partie de ma vie. Mais mes parents m'aident encore. C'est déjà énorme parce qu'en fait ma pratique est extrêmement onéreuse. Et puis quand je galère, je fais des petits jobs à côté. Après, je pense que la question du système économique, elle est hyper importante dans mon travail. C'est vraiment un pan
C'est le pan qui est, je pense, le moins développé, mais c'est le pan qui m'intéresse le plus quasiment. C'est comment s'insérer dans le marché, jouer avec et donner un sens à mon rapport au marché. Il y a de nombreuses pièces chez moi qui ont des statuts ambigus. Les créations logicielles, les objets manufacturés, les choses qui sont produites en série, les environnements, les labels, les corps des géants. Et tous ces éléments, en fait, ils ont un double statut. C'est à la fois des œuvres, parce que je suis artiste, et c'est à la fois des objets de consommation, des individus, même s'ils sont symboliques, c'est des personnes, des architectures, des pensées. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à penser autour de ça. À l'heure actuelle, on essaye de repenser tout le système économique qui arrive un peu à bout de souffle, avec toutes les professions qui sont en train d'être bouleversées par les nouvelles technologies, les révolutions écologiques, etc. Et je considère la recherche autour de systèmes de production et de fonctionnement économique comme essentielle et comme en fait étant une recherche artistique en soi. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'artistes qui travaillent avec le marché. Pour moi, on revient à certains mouvements et au fonctionnement de certains artistes comme Aaron Craft, Le Bauhaus ou même Warhol, qui ont intégré dans leur travail le système économique. Et donc je suis très intéressé par ça. Je me renseigne beaucoup sur les diverses lectures qu'on peut avoir de gens qui sont ultra axés start-up, etc. D'ailleurs, j'ai participé à une start-up avec Michael Pontif dans le cadre de PSL Pépite, mais aussi je m'intéresse beaucoup à ce que peuvent faire et dire des entrepreneurs, des business angels comme Oussama Ammar ou Xavier Niel, et des gens qui sont plus critiques et qui apportent un regard qui je trouve très intéressant, comme celui de Bernard Stiegler qui a fait Internation avec Aubry notamment, ou même Gunther Paoli qui pense l'économie bleue. Mais là encore, je suis vraiment en gestation. Et du coup, tout ça, c'est un projet qui est très très vaste, qui est très très lourd. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, moi je considère que, ok, je suis artiste, mais je suis une entreprise. Et est-ce qu'on pourrait considérer comme étant des business angels dans le monde de l'entreprise? On va les appeler des mécènes dans le monde de l'art. Sauf que c'est très compliqué de faire des levées de fonds dans le monde de l'art comparé au monde de l'entreprise. C'est aussi compliqué parce que c'est moins standardisé. Et le problème, c'est qu'en fait, une entreprise pour se développer, elle fait une levée de fonds. Et c'est ce qui lui permet d'avancer vite sur beaucoup de points. Moi, je ne peux pas me permettre de faire ça. Moi, je gagne de l'argent, mais ça reste au compte-gouttes. Et donc, du coup, je mets beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus long pour développer ces systèmes économiques et toutes les choses dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Donc, d'un point de vue économique, ça se passe bien. Ça se passe bien. Maintenant, je cherche à m'étendre pour pouvoir lancer de nouveaux projets et asseoir de nouvelles choses. Hugo, on a terminé. On a enfin réussi. C'était le 12e épisode de Présente. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à poursuivre les débats avec moi sur les réseaux. Ça me fait toujours très plaisir. Un grand merci également à David Walters pour le générique. Pour le prochain épisode de Présente, j'irai chez Apollonia Sokol, avec qui, sans grande originalité, je pense qu'on va parler de la représentation des femmes dans l'art et de toute autre chose. C'est ouf, on n'en a jamais parlé. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.